Dans ces capsules quotidiennes antidotes de notre 7e et dernière semaine de cette série de la trousse estivale, nous allons aborder des questions de conscience qui sont les plus avancées dans la compréhension qu'on peut en avoir aujourd'hui. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a vu par exemple que certaines stratégies comme le soupir ou le bâillement pouvaient nous déstresser en quelques secondes. Et Dieu sait si c'est utile, parce que ce sentiment de surcharge qu'ont la plupart des gens aujourd'hui ne tient pas à la réalité de la charge qu'ils subissent, ou en tout cas pas entièrement, mais plutôt à l'incapacité d'en décrocher de manière régulière. L'observation bienveillante des pensées, le fait d'être capable de se donner de l'autocompassion, de mettre en perspective les choses, tout ça c'est vraiment des ressorts tout à fait fondamentaux. Toutefois, ce que nous allons voir lors de cette dernière semaine correspond à ce qu'on pourrait appeler les compétences les plus élevées de la conscience. Alors, n'en faisons pas une histoire de hiérarchie sociale. Souvent, les gens qui sont plutôt des intellectuels ou ouverts à la spiritualité et à la recherche spirituelle aiment bien se considérer eux-mêmes comme étant plus élevés ou plus avancés que les autres. Dieu merci, la réalité le contredit. C'est souvent les personnes manuelles, les agriculteurs, les gens qui font des métiers qui ne sont pas prestigieux sur le plan de l'échelle sociale, qui parfois ont le meilleur accès aux réalités que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais elles tiennent au fond à ces caractéristiques extraordinaires de notre conscience. Et notamment à ce qu'on appelle, c'est un tout petit peu technique et savant, je m'en excuse, la métaconscience. De quoi s'agit-il ? En tant qu'être humain, nous vivons toutes sortes de réalités de conscience. Des sensations, des émotions, des états de stress ou de fatigue, des pensées qui hantent notre esprit, de l'imaginaire qui vient nous emporter dans toutes sortes de directions, et puis parfois nous avons conscience de ce que nous sommes en train de vivre. Et la métaconscience, c'est en quelque sorte le fait d'avoir conscience de ce que nous sommes en train de vivre. Par exemple, j'ai une réaction émotionnelle, j'ai été contrarié, je ressens de la colère, ok, je suis dans ma colère. La métaconscience, c'est le fait, tout en habitant la colère, de m'observer en train d'être en colère et de me dire, tiens, il s'est passé quelque chose et je suis en colère. Et en fait, c'est comme un deuxième étage qui nous permet d'obtenir une forme de respiration de l'être. En d'autres termes, nous ne sommes plus captés ou enfermés dans les phénomènes. Nous vivons les phénomènes, mais avec une possibilité de les observer avec un certain recul, ce qu'on appelle en psychologie de la réflexivité. Je suis capable de réfléchir et d'observer ce que je suis en train de vivre. Alors, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que cette métaconscience est une très grande clé, précisément pour échapper à cette espèce de tourbillon des phénomènes. Si nous ne faisons que passer d'une sensation à une pensée, à une émotion, à un stimulus extérieur, nous sommes en quelque sorte toujours dans la réaction. Si, tout en vivant cette vie normale pour un être humain, je garde cette capacité d'observation bienveillante avec de la distance, du recul sur moi-même et les autres, il y a quelque chose qui se pose et qui s'apaise. On pourrait dire que c'est une présence ou un état de conscience élargi. Alors bien sûr, on peut en parler, on peut mettre des mots savants, la recherche en neurosciences appliquées est passionnante à cet égard, mais j'ai plutôt envie de vous proposer une expérience. Parce qu'en fait, nous avons un usage des sens qui nous permet d'expérimenter pleinement ce que je partage avec vous. Alors là, devant votre écran, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et pas juste de l'écouter, je vais vous inviter à vous concentrer et porter votre attention de la manière la plus focalisée possible sur cette partie de mon visage, le coin de mon sourcil droit, en vous disant mais comment est-ce qu'il est ? Et de vraiment chercher à l'observer le plus attentivement possible, comme si vous deviez dans quelques minutes faire un témoignage devant la police et pouvoir décrire de la manière la plus rigoureuse ce que vous avez perçu. Si vous vous accordez de suivre cette suggestion, vous aurez observé que votre champ attentionnel s'est rétréci puisque toute votre attention a été portée sur cet endroit. Maintenant, tout en gardant votre regard posé à cet endroit, je vous invite
sans bouger l'ancrage de votre regard, mais à récupérer dans l'entier de votre champ de vision la perception du plafond, de ce qu'il y a à votre droite, de ce qu'il y a à votre gauche, des couleurs, des textures, sans de nouveau changer le regard, mais tout en le maintenant posé là où je vous invite à le faire, de réinviter toutes ces autres informations visuelles. Et là, vous êtes dans ce qu'on appelle la vision panoramique. Et ce qu'on observe, c'est que dans la vision panoramique, nous ne perdons pas l'attention au détail, mais nous ne sommes plus absorbés dans le détail. Nous pouvons être posés et attentifs aux détails tout en ayant la vision du reste. Et combien de fois dans nos vies nous est-il arrivé d'être tellement absorbés, par exemple, par nos pensées, qu'on s'est cogné dans quelque chose, ou qu'on a oublié en sortant de chez nous quelque chose qu'il était important que nous prenions avec nous parce qu'on était en train de penser de manière un peu compulsive à autre chose. Et au fond, cet état de présence élargie qui se travaille, bien sûr, par des pratiques du corps comme le tai chi, le yoga, le qigong, des pratiques méditatives, des pratiques également artistiques ou manuelles précisément. Un ébéniste, par exemple, ou un calligraphe pourra très facilement être dans cette articulation entre l'attention aux détails et la vision d'ensemble, parce que c'est dans cet ancrage que se déploie la plus grande présence et la plus grande possibilité de créer quelque chose. Alors, évidemment, on pourrait en parler pendant très longtemps, et d'ailleurs, ce que je partage avec vous cette semaine sera au cœur d'une prochaine proposition de formation que je vous présenterai au mois de septembre dans un programme qui s'appellera Neurocohérence. De quoi s'agit-il? C'est que tout ce que je décris aujourd'hui, au fond, est cette compréhension qu'il est possible de rendre cohérent tout ce que nous vivons, de l'intégrer dans une présence à soi-même et au monde, mais d'une manière qui évite la vacillation, la hachure, le fait de passer d'une chose à l'autre, et donc au bout du compte l'épuisement. Et qu'il y a effectivement tout un ensemble de ressources, d'apprentissage et de rencontres avec soi-même pour pouvoir habiter de plus en plus ces moments où on n'évite rien de l'existence. Par exemple, la présence élargie, ça n'est pas être en permanence dans le moment présent et ne plus avoir ces vagabondages de la pensée. Ce serait impossible, ça n'existe pas. Ce qu'on peut faire par contre, c'est en maintenant cette toile de fond de notre conscience, observer quand les vagabondages se déroulent, s'accorder par moments de s'y engager parce que cela est aussi utile pour notre neurologie, mais ne plus être pris dans le toboggan des pensées qui n'arrivent plus à s'arrêter et qui finissent par nous épuiser. Alors je suis désolé, dans le cadre d'une petite capsule comme ça, je ne peux partager que des petites miettes de ce dont il est question. Je sais de toute manière que nombre d'entre vous avaient déjà exploré ou commencé à explorer ces réalités. Et puis si ça n'est pas le cas, ça n'est pas grave du tout. Au contraire, ça veut dire qu'il y a un extraordinaire champ de propositions qui s'offre à vous. Et de nouveau, dans une logique salutogénétique, bien sûr, il est bon de ne pas s'exposer à trop de circonstances défavorables à l'extérieur de nous, même auquel il est impossible d'échapper dans les temps que nous vivons. En revanche, cultiver notre état intérieur pour pouvoir habiter au mieux ce qui nous arrive intérieurement et extérieurement, ça c'est vraiment des ressources dont je pense que nous gagnerons à beaucoup les développer. On voit par exemple que si on apporte quelques pratiques de base comme la pleine conscience en milieu scolaire, primaire par exemple, tout de suite les enfants se sentent mieux, il y a moins de conflits, il y a moins d'hostilité, il y a moins de bagarres, il y a plus de compréhension, il y a plus d'ouverture, il y a une meilleure régulation des émotions mais qui se produit naturellement comme résultat de ceci. On le voit aussi en milieu professionnel. Donc il y a là, je pense, vraiment le chemin d'un développement collectif extrêmement intéressant. Mais à nouveau, restons-en là pour aujourd'hui. Demain, je vous retrouve pour une autre de ces fenêtres ouvertes sur des réalités extrêmement intéressantes qui sont à l'ordre du jour de notre croissance collective en tant qu'espèce.